Est-ce qu'on peut apporter des bonnes nouvelles en ce 1er décembre, revenir un peu sur l'élan de mobilisation qu'on connaît et puis dresser les perspectives pour 2021 à l'heure où tous les regards se tournent déjà quand même vers cette année prochaine. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Carmen Lecuir, qui est déléguée générale de la Fondation Groupe ADP et directrice de l'engagement citoyen du groupe ADP. Philippe Journeau, président de la Compagnie de Phalsbourg et président fondateur du Philanthrolab. Bonjour. Danuta Peter, déléguée générale de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Bonjour. Et Olivier Cueil, qui est cofondateur et directeur général de Microdon. Bonjour. Merci à tous de prendre le temps d'échanger ce matin. Petite précision pour ceux qui nous regardent. On est en mode webinaire, ce qui signifie pour vous que vos caméras et vos vidéos et votre micro sont désactivés. Néanmoins, on n'en oublie pas l'interactivité. Donc vous pouvez poser vos questions pendant tout le long de la table ronde sur le module du chat et de questions-réponses. On a Iris qui, dans les coulisses, modère le chat, me fera passer les questions qu'on pourra poser et donc auxquelles les intervenants pourront répondre à la fin de la table ronde. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on fera en sorte de les prendre en compte à la fin de notre tour de table. Alors pourquoi est-ce qu'on se réunit ce matin ? Vous le savez sûrement, le 1er décembre, hormis d'être ce jour assez jouissif où on peut ouvrir la première case du calendrier de l'Avent, c'est surtout le Giving Tuesday. Le Giving Tuesday, c'est un mouvement mondial, une journée de mobilisation autour des sujets de générosité et de solidarité, avec pour objectif de célébrer, encourager le don et mettre un coup de projecteur sur les actions de solidarité, de générosité que chacun peut faire tout au long de l'année, sous toutes ses formes. Alors ça tombe bien, parce que cet objectif, c'est un objectif que le Giving Tuesday partage avec le Philanthrolab. L'idée, c'est que nous, on souhaite ici créer un écosystème favorable au développement de la philanthropie et puis contribuer à démocratiser ce réflexe de l'engagement du don. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc, dans ce contexte, aujourd'hui, avec le Giving Tuesday, on s'est dit c'est quand même intéressant de faire un petit retour sur ce qui s'est passé, sur les actions qui ont pu être mises en place. Et puis, voilà, de mettre un peu d'optimisme dans ce mois de décembre pour montrer que la générosité a permis énormément de réalisations et qu'il y a de belles perspectives aussi pour les années à venir. Voilà, j'espère que c'est clair et que vous êtes désormais nombreux à nous avoir rejoints. Pour démarrer, comme je vous le disais, en 2020, certes, année un peu spéciale, tout le monde le sait, on ne va pas y revenir, une crise assez importante et protéiforme. Néanmoins, si on revient un peu, si on essaye de se reprojeter en février et mars 2020, qui nous paraissent déjà assez lointains, cette crise, elle a d'abord frappé sous la forme d'une crise sanitaire. Il faut se souvenir des urgences de février et de mars. On a beaucoup parlé de la situation difficile, notamment dans les hôpitaux, avec la difficulté de capacité d'accueil, avec le flux de malades qui s'est présenté. On a beaucoup parlé du manque de matériel, alors évidemment les masques, les gants, les surblouses, parfois les respirateurs. On a beaucoup parlé du manque de personnel, tant dans le volume que dans les spécifications, les spécificités des métiers de réanimation, etc. Alors, évidemment, tout de suite, on pense à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Alors, Danuta perd un petit peu sa voix aujourd'hui, mais on va tenter de la ménager. Alors, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, son objet, je l'ai regardé pour en être bien sûr, améliorer le quotidien des soignants, des patients et des aidants dans les hôpitaux et les EHPAD. Donc là, bon, on est un peu en plein dedans. Donc j'imagine qu'on voit arriver un peu la vague en début d'année. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de particuliers qui ont fait des dons à la Fondation Hôpitaux de Paris, parfois pour la première fois, je pense, en 2020. J'en fais partie. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Il y a eu des dons, une mobilisation importante. Quelles actions ont pu être mises en place? Comment est-ce qu'on réagit quand on a cet objet social, une fondation pour les hôpitaux, et qu'on voit arriver une crise un peu sans précédent, en tout cas dans les années récentes? Alors, merci beaucoup pour votre invitation. En effet, la Fondation a pour but d'améliorer les conditions d'accueil et de vie à l'hôpital, dans les établissements médico-sociaux et dans les EHPAD en particulier. En rapprochant les familles, en développant les activités, en luttant contre la douleur. Pour autant, nous ne sommes pas une organisation d'urgentistes qui peut déployer des moyens importants ou qui a l'habitude de déployer des moyens importants en temps de crise.
face à cette crise sans précédent sanitaire, nous ne pouvions pas évidemment rester les bras croisés. Nous nous sommes complètement réorganisés et nous avons monté en quelques jours, au tout début du confinement, un fonds d'aide d'urgence. Nous avons lancé un appel auprès des établissements à travers la France pour faire remonter les besoins du terrain. Du côté des EHPAD, c'est remonté très vite, et du côté des hôpitaux, presque pas. Pourtant, on savait qu'évidemment les besoins étaient immenses. Et donc, on a agi de deux manières. On a répondu aux demandes des EHPAD tous les jours. Et pour ce qui était des hôpitaux, nous sommes associés avec la Fédération hospitalière de France, la FHF, et pour identifier dans une première phase 57 hôpitaux de première ligne Covid. En fait, tout simplement, les hôpitaux étaient tellement surchargés, ils avaient besoin d'accompagnement, mais ils n'avaient même pas le temps, les moyens de formuler des demandes. Et nous avons décidé d'agir en fonction d'une clé de répartition, notamment basée sur les lits de médecine, chirurgie obstétrique. Nombre de lits. Nous avons attribué des enveloppes forfaitaires et nous avons pu dégager dans une première phase d'accompagnement 10 millions d'euros, car les dons sont tout de suite arrivés. Nous avons été tout de suite identifiés comme la fondation agissant sur l'ensemble du territoire national auprès de l'ensemble des établissements. Quelle a été notre action dans une première phase? Vraiment accompagner les équipes médicales, soignantes, administratives des hôpitaux pour répondre à leurs besoins les plus urgents, pour accueillir les patients et pour améliorer les conditions de travail des personnels. Nous avons aussi lancé, je sais que nous n'étions pas des urgentistes, mais nous avons lancé une très grande action en termes de logistique pour servir des repas améliorés. On en a beaucoup parlé. Il y a eu énormément d'initiatives formidables localement à travers la France. Nous avons permis des hébergements pour le personnel soignant, facilité les transports à une période où c'était tellement sollicité, il fallait aussi les préserver à la fois de la fatigue, mais du virus lui-même, et éviter tous ces temps de transport. Et nous avons également eu une action pour le rapprochement des familles. À un moment, au-delà des besoins purement sanitaires auxquels on pense, de matériel, etc., il y a aussi peut-être des nouvelles missions qui sont apparues avec cette crise. Donc là, c'est vrai qu'il y a des questions de lien social et comment est-ce qu'on rapproche aussi les gens qui sont éloignés longtemps de leur famille. On a vécu en France et dans le monde un vrai drame de la séparation. L'hospitalisation ou la grande dépendance est déjà une séparation très, très lourde à porter. Et là, en plus, il y avait le drame de la séparation physique, de ne pas pouvoir rendre visite à ceux qu'on aimait dans une situation difficile. Et nous avons monté une très belle opération grâce à un partenariat avec le groupe Boulanger, qui nous a permis de distribuer un peu plus de 35 000 tablettes numériques pendant toute la période du confinement. Ça a représenté un peu plus de 6 millions d'euros, avec une logistique aussi elle-même assez lourde, à la fois dans les hôpitaux, dans les différents services, en pédiatrie comme en réanimation, et énormément dans les EHPAD. Et ça, c'est une opération qui nous a énormément porté au sein de l'équipe de la Fondation, avec nos partenaires, nos prestataires, tous ceux qui nous ont accompagnés, parce qu'on a eu des retours exceptionnel du terrain. Je pense que c'est une opération qui a eu un très très fort impact et qui a bénéficié évidemment aux patients, à leurs familles, et aussi qui a beaucoup soulagé le personnel soignant qui vivait aussi très très difficilement cette séparation imposée, nécessaire, à laquelle ils assistaient au quotidien. Mais c'est vrai que si nous avons pu faire tout ça, c'est grâce au formidable élan de générosité qui est né à travers la France, au bénéfice des hôpitaux, au bénéfice des EHPAD. Notre syndicat professionnel France Générosité, qui regroupe un grand nombre d'associations, fondations qui font appel à la générosité du public, a mesuré dans son dernier baromètre qu'il y a eu une augmentation de 20% des dons au premier semestre. Il faut toutefois le nuancer, car certaines organisations comme la nôtre en ont bénéficié. D'autres organisations qui sont sur d'autres créneaux, d'autres sujets, d'autres missions sociales qui sont tout aussi importantes
mais qui n'étaient pas au cœur de la crise sanitaire, ont, elles, beaucoup souffert et il ne faut surtout pas les oublier. Oui, effectivement, il y a des causes qui ont été préemptées assez rapidement, parce que voilà, la santé, c'était une évidence en début de crise sanitaire, et puis on se rend compte aujourd'hui, sur ce second confinement et sur la suite de la crise qui, du coup, devient un peu plus protéiforme, économique, sociale, etc., que sur des sujets comme la culture, le sport ou d'autres associations qui aussi ont seulement, entre guillemets, pour vocation de créer du lien. On est dans une situation assez délicate. Merci, Danuta. Donc effectivement, voilà, vous avez vraiment constaté tout de suite, alors vous avez été identifié, il y a eu beaucoup de dons des particuliers, puis de la mobilisation d'entreprises et aussi cette nécessité de s'adapter avec des nouveaux partenariats. C'est vrai que les tablettes, j'imagine que ce n'était pas tout à fait ce que vous faisiez auparavant, mais en tout cas, ça faisait partie des nouveaux besoins. Et donc c'est aussi ça, ce que j'aimerais qu'on puisse faire ressortir ce matin, c'est que le secteur associatif, porteur de projets, mais aussi les mécènes, ils ont cette capacité à s'adapter et à réagir très vite aux nouveaux besoins. Donc vous, les EHPAD, les hôpitaux, vous ont dit on a besoin de recréer du lien. Et voilà, ça devient la mission de la Fondation Hôpitaux de Paris que de permettre ça pour remplir sa mission. Donc c'est intéressant. Puis Boulanger, c'est un groupe qu'on apprécie beaucoup ici à la compagnie Falsbourg. Et donc c'est vrai que c'est un joli partenariat de réussir à impliquer aussi les entreprises sur leur cœur. Alors ça fait une jolie transition, puisqu'effectivement, on a parlé du don des particuliers, qui je pense a représenté quand même une masse importante pour la Fondation Hôpitaux de Paris. Et puis il y a aussi eu la mobilisation des entreprises. Et donc là, je me tourne aussi vers Laure, donc Laure qui représente la fondation groupe ADP. Alors c'est parfois compliqué quand on a une fondation parce qu'on a des axes d'intervention qui sont bien, ouais. Mais qui sont parfois limitants. Puisque la Fondation, elle a pour objectif notamment d'agir dans le domaine de l'illettrisme et contre le décrochage scolaire. Alors, quand on rencontre une crise comme celle-là, comment est-ce qu'on fait ? Il faut à la fois peut-être apporter une aide à des secteurs qui sont en crise immédiate, mais aussi continuer à soutenir les associations qu'on connaît et qui rencontrent elles aussi des difficultés. Comment est-ce que ça s'est passé de votre côté ? Alors, nous, on a la chance justement d'avoir une fondation d'un côté avec une thématique très précise qui est l'éducation, la lutte contre l'illettrisme et le décrochage scolaire. Et puis, on a une direction de l'engagement citoyen qui va couvrir, j'allais dire, le reste du mécénat du groupe et qui nous permet, qui n'est pas thématisé pour le coup, et qui nous permet justement de pouvoir agir à différents niveaux. Donc, l'immédiateté, ça a été effectivement de se mobiliser. Alors, il se trouve qu'on a un lien direct avec la direction de la PHP. Et donc, du coup, ils ont pu nous solliciter immédiatement, j'allais dire, la semaine du 17 mars, quasiment, parce qu'ils ont identifié très, très vite les manques qu'ils allaient avoir, et notamment en iPad, en blouse, en masque, etc. etc. Et donc, on s'est mobilisé immédiatement sur la communauté aéroportuaire, en fait. C'était ça aussi, je trouve, une des grandes leçons de ce moment-là, ça a été la solidarité qui s'est manifestée au sein d'un secteur d'activité. Donc, ce n'était pas que le groupe ADP, on a coordonné les choses. Moi, j'ai coordonné avec le fonds de dotation de la communauté aéroportuaire qu'on a créé il y a quelques années. Et voilà, dès que j'appelais le patron de telle entreprise ou pour lui dire, écoute, j'ai besoin d'iPad, est-ce que tu en as en stock, etc., etc., la réponse était immédiate. Ils ont eu besoin très très vite de bénévoles pour la logistique, pour le magasinage, pour le transport, etc. J'avais un interlocuteur de l'autre côté APHP, et tous les jours, on avait des bénévoles qui se manifestaient. On était quand même, il faut se rappeler, on était dans un contexte vraiment spécifique au tout début où on ne savait pas trop comment est-ce qu'on portait des masques, pas des masques. Enfin, voilà, et non, les gens y allaient, ils étaient en activité partielle totale pour beaucoup. Et leur premier réflexe, c'était de se porter volontaire pour être bénévole dans un hôpital. Alors même si effectivement les magasins sont loin des chambres où il y a les malades, il n'empêche, quoi. Donc ça a été, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une des très grandes leçons. Ensuite, très vite, en fait, se sont mobilisés les patrons du CAC 40, du SBF 120. Entre eux, ils se sont parlé très, très vite. Et c'est en l'occurrence Isabelle Cocher qui a coordonné ensuite toute l'activité. Et donc, dès qu'on avait une demande autour des masques, on a tous cherché dans nos stocks ce qui nous restait comme masque. On a fait livrer à la PHP très, très vite. Nous, chez ADP,
Ça nous a permis de savoir aussi où étaient nos masques, qui étaient quand même dans les cartons depuis quelques temps. Voilà, et donc moi, vraiment, ce que je retire de cette première phase, qui a duré 1 mois et demi à peu près, hein, qui a été extrêmement dense, extrêmement dure pour tout le monde, parce que chez nous, il y avait 90% de collaborateurs qui étaient en activité partielle totale. Hein, donc, il faut voir ce que ça peut représenter. Et donc, j'ai trouvé cet élan dans un secteur d'activité comme ça, de mobilisation, où on ne se posait plus la question de savoir s'il y avait le logo de un tel ou un tel, on s'en foutait complètement. C'était « on y va ». Quoi. Et puis, très vite, chez nous, sur le territoire, vous voyez où sont implantées les plateformes d'aéroports de Paris. Hein, on est vraiment sur une bande... au milieu de quartiers politiques de la ville, on a eu très 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 vite les associations et les collectivités, les mairies, qui nous ont sollicité, et ça parce qu'ils savent que c'est dans notre pratique, sur le matériel pour les enfants, les ordinateurs pour les enfants. Et donc là, ça a été pareil, une vague de mobilisation en interne pour pouvoir préparer les ordinateurs, parce qu'il faut les blanchir, etc. etc. Et donc pareil, chez nous, la DSI s'est mobilisée tout de suite, notre filiale spécialisée dans les télécoms s'est mobilisée tout de suite. Et donc on a pu donner 600 ordinateurs fixes, complètement équipés, prêts à l'emploi, etc. Et donc... on a pu à la fois aider sur notre thématique principale qui est l'éducation, en nature, et là c'était vraiment de la nature qu'on nous demandait, c'était pas des fonds qu'on nous demandait. C'est ce que j'allais dire, quand on s'en est parlé, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est aussi et frappant, c'est le besoin important en matériel et absolument. Aussi finalement c'était beaucoup vraiment, de moi nature. j'ai eu très très peu de demandes financières, de soutien financier, c'est arrivé après, modulo. Des aides de nos partenaires à l'international, puisqu'on intervient beaucoup à l'international, sur lequel j'ai pu débloquer des fonds d'urgence pour l'Afrique, notamment pour la Fondation Alima, avec qui on est en contact, pour qu'ils puissent agir directement sur un foyer d'Afrique de l'Ouest, et qui était essentiel pour eux. Et puis ensuite, on est toujours resté dans la demande en nature de mise à disposition de locaux. On a un patrimoine immobilier sur les plateformes assez important. Et donc là, oui, on a eu des demandes d'ONG internationales qui avaient du matériel qui leur était donné d'un peu partout, qu'il fallait stocker en attendant que les cargos puissent partir. Et des fois, c'était un peu compliqué de faire partir les cargos. Je vous rappelle qu'il y avait très, très peu d'avions sur le tarmac qui décollaient à ce moment-là. Et donc, il fallait stocker. Et donc, voilà, je me suis retournée vers mon directeur de l'immobilier en lui disant Serge, j'ai besoin est-ce que tu as des locaux libres en 24 heures ? C'était pas dans 15 jours, c'était en 24 heures. Et donc, tout le monde s'est mobilisé, on a trouvé les locaux, ils ont pu stocker leur matériel le temps qu'il fallait en attendant que ça parte et qu'ils organisent les cargos. Et donc, ça a bénéficié en premier lieu à Mayotte, qui était dans une situation absolument terrible. Voilà, et donc moi, vraiment, ça a été ça, c'était cette mobilisation, y compris du coup en interne des collaborateurs qui voulaient aider, qui avaient ce besoin de se rendre utile, quoi, tout bêtement. Et donc, au bout de 1 mois et demi, il se trouve qu'on est partenaire avec Vendredi depuis pas mal de temps. Ils ont lancé Tous Confinés, tous engagés. Et là, voilà, j'ai relayé sur le site interne d'ADP et paf, pareil, on a plein de collaborateurs qui se sont mobilisés. Très honnêtement, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient pu faire, mais pas tous, parce qu'ils pouvaient se loguer avec leur mail perso. Je ne suis pas capable de vous dire dans le détail quelles sont les missions à distance qu'ils ont pu faire auprès d'associations. J'en ai vu quelques-uns, évidemment, mais ça a été vraiment... un élan de mobilité qui a duré quand même, mine de rien, dans le temps, et qui dure encore aujourd'hui, et qui a permis d'aider à notre niveau très vite, en fait, ceux qui en avaient le plus besoin. Et ceux qui en avaient le plus besoin, c'était effectivement les hôpitaux, donc la PHP au tout début, et ensuite quand même les hôpitaux autour de nos plateformes, parce qu'ils accueillaient aussi des malades, voilà. Et donc on a cherché à les aider de la même façon, à leur donner des iPads. On a fait une collecte interne qui a très bien marché. On a pu acheter des iPads. On a monté un partenariat très très vite avec Apple. Vraiment, ça a été assez fou, quoi, quand on y pense.
Et très rapidement aussi auprès de notre territoire qu'on connaît bien et des associations avec qui on travaille régulièrement, auprès des enfants, parce que c'était ça aussi l'urgence. Et quand vous travaillez sur le décrochage scolaire, vous dire qu'un gamin est chez lui, doit suivre l'école et n'a pas d'ordinateur pour le faire, c'est juste insupportable. Voilà. Donc ça a été vraiment cette mobilisation très forte de tout un écosystème professionnel, et donc nous, en l'occurrence l'aérien, qui était en très grande difficulté. Enfin, quand vous fermez Orly fin mars, je peux vous garantir que c'était jamais arrivé dans l'histoire d'aéroport de Paris. Donc c'est un choc interne extrêmement fort, bon, pour les passagers évidemment, mais en interne, pour les collaborateurs, c'était extrêmement dur, croyez-moi. Et malgré ça, malgré ce choc terrible qu'on a vécu et qu'on continue à vivre, l'engagement était au rendez-vous. Immédiatement, j'allais dire, en un claquement de doigts, tout le monde a répondu présent. Ouais. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs enseignements. Il y a effectivement la partie comment est-ce qu'on réagit tout de suite, et puis finalement, ça s'applique aux grandes entreprises dont on fait partie. Et des petites, ADP, le fonds de dotation, petites, absolument. Voilà. Puisque sur les mobilisations en nature, sur du bénévolat, sur mobiliser un peu les ressources qu'on a en propre, ça peut être débloqué assez rapidement, et on ne parle pas forcément, effectivement, de partenariat avec beaucoup d'euros, etc. Et ça fait partie aussi peut-être de l'avenir de ce que peut être le mécénat des entreprises. On le verra, la compagnie de Falsbourg qui est sur une autre échelle, voilà, aussi comment est-ce qu'on peut s'engager. Donc il y a à la fois cette partie réactivité et pas que du mécénat financier, mais aussi beaucoup de mécénat en nature qui a permis en fait de combler beaucoup de besoins. Et puis on en reparlera tout à l'heure dans la table ronde. C'est aussi cette mobilisation des bénévoles qui a pu aussi être surprenante, notamment dans des groupes dont effectivement pour lesquels le choc a été immense, avec beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de son entreprise, de son job, une activité partielle totale qui dure. Enfin voilà, et donc ça on va y revenir, mais c'est aussi qui persiste, qui persiste encore aujourd'hui, qui est assez significative. Du coup, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on a parlé de la partie mobilisation de son écosystème. Alors, pour ADP, c'est la communauté aéroportuaire. Pour la compagnie de Falsbourg, ce sont aussi les clients, les partenaires sur le sujet mécénat, etc. Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire aussi un peu comment est-ce qu'on réagit dans ce contexte-là, au-delà de la philanthropie au sens propre du terme, il y a aussi la solidarité qu'on peut avoir avec ses clients. Je sais que la compagnie a tout de suite proposé d'offrir les loyers aux enseignes qui étaient elles-mêmes en difficulté, permettant aussi d'avoir un chaînon de solidarité sur ce sujet-là, et puis aussi des dons, des blues. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment est-ce qu'on réagit aussi dans une entreprise qui n'a pas exactement le même périmètre, mais qui a aussi un écosystème propre? Alors, nous, à une échelle plus micro, puisqu'on est dans des infrastructures commerciales, on a eu la chance, parce que c'est un peu une chance, de comprendre dès le 23-24 février ce qui allait se passer, puisque je rentrais d'Asie avec ma famille, des vacances de février, et on avait compris que c'était en train d'arriver. Et je me rappelle avoir fait une réunion de crise avec mes principaux cadres, et en leur disant qu'il y avait une tempête terrible qui allait arriver. Malheureusement, il faisait un temps magnifique, donc personne n'a vraiment compris ce que j'étais en train de leur dire. Et nous avons réagi immédiatement. Donc dès le 10 mars, avant même les annonces du président de la République, on a dit qu'il fallait inventer de nouvelles solidarités, même des solidarités contranaturelles, puisque nous, nos clients, les fournisseurs, travaillons sur une même chaîne de valeur. Donc c'est très particulier de dire c'est bon, il faut sauver le type qui est en dessous. Et donc c'est ce que nous avons fait, puisque le 10 mars, nous avons annoncé que nous allions offrir les loyers sans contrepartie à tous nos clients qui étaient fermés pour des raisons de fermeture administrative. On était la première société à le faire. Nous avons été suivis par d'autres. Je crois qu'ADP a suivi, SNCF a suivi, Citrus a suivi. Et donc, en fait, au fond, on était un tout petit groupe. Donc, on s'est dit, on va aider nos clients. Donc, c'est super parce que, Danuta, tu parlais de boulanger. C'est notre premier client historique. Bon, vraiment, c'est notre premier client historique. Ce sont des gens super. Et on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était une société riche ou pauvre ou je ne sais pas quoi. On a aidé boulangers, eux, ils vous ont aidé. Et c'est ça, ces nouvelles formes et ces nouvelles chaînes de solidarité qui doivent pouvoir s'instaurer. C'est aussi à ça que sert le Philanthrope, puisque le thème du Philanthrope, on en parlera tout à l'heure, c'est donner en meilleur. Et donner, ce n'est pas que donner de l'argent. C'est donner, comme vous l'avez fait à ADP, du temps, de la mobilisation, une forme de self-control, parce que c'était quand même une panique générale, il faut quand même le dire. Moi, je n'ai jamais vu la France dans un tel état de désarroi. En tous les cas, dans ma vie personnelle, je n'ai jamais vu un tel état aussi de désorganisation, avec un choc, parce qu'on pensait avoir le meilleur système de santé en France,
au monde, et on s'est aperçu qu'il était en grande difficulté, alors même que ça fait des années que le monde de la santé tirait des sonnettes d'alarme. Une fois qu'on a dit ça, on a ensuite, une fois qu'on a fait cet effort vis-à-vis de nos clients, on a évidemment dû démobiliser, mettre en sécurité tous nos sites, et on a très vite vu arriver des demandes, soit du terrain, d'élus de villes dans lesquelles nous étions implantés, soit simplement d'amis qui étaient dans le secteur médical et qui nous faisaient part de leurs difficultés. Donc on s'est retrouvé à faire une espèce de chasse, comme beaucoup de monde, aux masques. Et très vite, il y en a un qui nous a dit « Mais attendez, les masques, on commence à en avoir, c'est les blouses ». Et j'ai eu un professeur de médecine qui m'a envoyé une photo de gens qui opéraient avec des sacs poubelles en forme de blouse. Donc on a cherché les blouses comme des fous. On a demandé un peu partout est-ce qu'on pouvait avoir des blouses. On a fait venir à des avions partout où on pouvait trouver des blouses, on a acheté des blouses chirurgicales. Et à la fin, on a même demandé à Disney de nous prêter des ponchos et donc vous aviez des gens, on a des photos avec des gens, on a fourni 12 000 blouses, ponchos, etc., pour qu'ils puissent faire ce joint entre le moment où l'approvisionnement normal arrivait. Et la troisième chose qui est importante, c'est que nous avons à la compagnie de Fasbourg une longue tradition de mécénat et d'entraide, et on s'est rapproché des associations que l'on aidait. Les associations, évidemment, les plus en difficulté, je vais en citer une, l'Armée du Salut. Nous avions prêté un local où nous avions hébergé gratuitement les migrants à la ville de Paris et à l'Armée du Salut, à la porte de la Chapelle. Normalement, ça devait s'arrêter le 30 mars. Il était hors de question que ça s'arrête le 30 mars. On les a maintenus, évidemment, jusqu'au 30 octobre. Donc, c'est tout un tas de choses petites, mais toutes sont importantes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu que les Français sont généreux. On a vu que les Français ont énormément de cœur et qu'ils ne se posent plus de questions quand il s'agit d'aider les autres, quand il y a la situation d'urgence. Et ça, je pense que c'est une des leçons positives que l'on sera peut-être amené à tirer de cette crise absolument terrible. Oui, puisque vous donnez ces deux exemples, c'est-à-dire que la compagnie de Falsbourg, elle est mécène dans des sujets un peu au long cours, sur la culture, notamment sur le handicap. Mais voilà, il y a deux exemples effectivement aussi de réactivité pendant les crises, c'est-à-dire qu'il y avait eu la crise des réfugiés, des migrants, etc. Voilà, la compagnie a un patrimoine immobilier et donc a conclu ce partenariat avec l'Armée du Salut pour les accueillir, et ça a continué un peu au-delà de la période prévue. Et puis voilà, une crise sanitaire, on trouve aussi des moyens de rebondir et de trouver, voilà, c'est ce que vos deux exemples soulignent, c'est voilà, au-delà de ce qu'on peut faire au long cours dans une stratégie d'engagement avec des partenaires qu'on connaît, qu'on fidélise, qu'on accompagne, il y a aussi cette capacité de réactivité que n'ont pas d'autres acteurs institutionnels. Donc c'est aussi important de pouvoir... Si je peux me permettre, je pense que les acteurs institutionnels ont vraiment très bien joué le jeu. Les grandes entreprises, moi j'étais effectivement... en rapport avec beaucoup de mes collègues chefs d'entreprise, tout le monde a essayé de faire ce qu'il pouvait en fait dans son scope, tout simplement. Donc je crois c'est vraiment une des vraies leçons. Le monde de l'entreprise publique et privée s'est mobilisé pour faire ce qu'il pouvait face à une situation totalement nouvelle et très très désarmante. Puis honnêtement, je crois que l'État en tant que tel a aussi dû absorber cette agilité. Et bien sûr, on peut critiquer, on peut se dire il n'y avait pas suffisamment de stock de masques, etc. etc. Ok, dont acte. Mais en fait, à ce moment-là, on en tirera les leçons, évidemment, et c'est fait, il y a des commissions d'enquête, des bidules, des machins, et c'est très bien. Mais je pense que dans ces cas-là, à un moment donné, c'est là où la notion de république, de société solidaire prend tout son sens. C'est est-ce qu'on va se prendre la tête pendant une semaine pour savoir si c'est au ministère de la Santé d'aller chercher les masques, ou de toute façon, fallait aller les chercher à l'autre bout du monde, etc., etc., ou si on réagit tous collectivement maintenant, parce qu'il faut aider maintenant, c'est pas dans 30 000 plombs. Et ensuite, on tire les conséquences de tout ça et on rectifie le tir. Mais honnêtement, bien sûr que l'hôpital, et ça faisait longtemps qu'il tirait les sonnettes d'alarme, etc., etc., il n'empêche que ça a tenu. Quoi qu'on en dise, ça a tenu. Moi, j'avais des copains qui étaient médecins, qui sont toujours de reste médecins, à New York, à Boston, qui m'envoyaient des photos avec des camions frigorifiques
devant les hôpitaux parce qu'ils n'étaient pas capables d'absorber. Alors bien sûr, ils sont plus nombreux que nous, tout ce que vous voulez, mais il n'empêche, on a quand même un système de santé qui a tenu, et qui a tenu partout, certes dans des conditions difficiles, bien sûr. Et avec la solidarité, avec l'aide de tout le monde, avec des fondations comme la tienne, évidemment, avec les respirateurs qu'ils ont réussi à innover à Toulouse. Je me souviens très très bien, il y avait des start-upers ou je ne sais plus, des entreprises qui ont imaginé, des ingénieurs qui ont imaginé hyper vite un nouveau système, etc. etc. Ok, c'est pas homologué, mais ça a marché et ça a tenu. Non, mais ça illustre la complémentarité de tous ces acteurs. C'est-à-dire que là, on est capable de se mobiliser avec une chaîne qui se complète, avec des temporalités un peu différentes, des modes d'action un peu différents, mais c'est la mobilisation de tous qui incarne aussi ce que c'est que l'intérêt général et qui prend tout son sens là dans ce et surtout avec lequel il va falloir vivre maintenant. Ces crises sanitaires qu'on n'avait quand même pas complètement intégrées les uns et les autres, il va falloir composer avec. Et donc, c'est un nouveau modèle qu'on est aussi en train de construire qui va intégrer ça. J'en discutais avec des amis du mécénat il y a très peu de temps, et on se disait, la prochaine crise, qu'est-ce que ça peut être? On n'avait jamais imaginé un truc pareil, mondial, international. Et il y en a un qui a dit, Internet craque partout, le digital craque partout. Et on s'est regardé, on s'est dit, non, c'est pas possible. Bah, sauf que si, potentiellement, c'est quand même un des trucs fous qu'on peut imaginer maintenant, après avoir vécu ça, quoi. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus un seul truc fou. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, si, ce qui est fou, c'est qu'on arrive quand même à mobiliser plein de gens et qu'il y a aussi tout un tas de nouvelles initiatives. Alors, Olivier va pouvoir nous en parler, et juste peut-être Danuta quelques mots. Alors, c'est pas forcément... Donc, au-delà des canaux de dons un peu classiques qui ont évidemment bien fonctionné et qu'on a gardé, on a vu aussi... Enfin, je ne sais pas si vous suivez l'Instagram de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, mais alors c'est la folie. C'est du live caritatif, c'est des recettes de concerts reversées à la Fondation. Alors, c'est pas forcément nouveau, mais ça c'est quand même hyper développé là pendant ce moment. Des tirages de street artistes qui s'engagent, des ventes aux enchères de sportifs, des tournois de e-sport caritatifs. C'est aussi des nouveaux acteurs, youtubeurs, etc., qui se sont un peu saisis du sujet. Et donc comment ça se passe? C'est vous qui recevez les demandes entrantes Alors c'est vrai que ça a été complètement fou, ça a été aussi une période très très créative. Nous avons été aidés par de grands acteurs, par de petites entreprises, par de grands mécènes, par des particuliers qui ont fait de petits dons. Et les gens ont rivalisé de créativité pour inventer des événements à la maison, en général, à notre profit. Je pense à un sportif qui a parcouru 700 km à vélo sur son home trainer depuis son salon en 24 heures, qui a collecté une certaine somme pour nous. Au chorégraphe Mehdi Kerkouche qui a organisé un marathon de la danse pendant toute une journée, toutes les heures. Il a fait des cours de danse avec des danseurs étoiles de l'opéra, des danseurs de Madonna, voilà, beaucoup d'artistes sont mobilisés. Gauthier Capuçon a enregistré avec ses amis artistes un magnifique album Symphonie pour la vie qui a été vendu au profit des soignants. Donc on a vu vraiment ici et là des initiatives foisonnées aux quatre coins de la France, et ça a été aussi très motivant, réconfortant, et ça a été un élan de générosité complètement incroyable. Et c'est vrai qu'on a pu tester un peu tous les canaux de collecte. Oui, ça a été un vrai lab. Qui sont diversifiés et qui permettent, j'imagine, d'attirer aussi des donateurs qu'on n'avait pas peut-être auparavant, des cibles un peu différentes que les donateurs, j'allais dire classiques, même s'ils sont hyper précieux, mais de la Fondation. Je ne sais pas si vous arrivez à identifier ça là sur des primo-donateurs 2020 qui sont venus aussi grâce à ces campagnes un peu différentes. Oui, tout à fait. On a fait venir beaucoup de jeunes, adolescents, jeunes adultes qui peut-être nous accompagnaient un petit peu moins. On connaissait bien les enfants et leur famille au travers de l'opération Pièce jaune, bien évidemment. Mais notre pool de donateurs plus classiques et peut-être un petit peu plus âgés, là c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation à travers toutes les tranches d'âge. Ok, super. Ça, ça fait quand même partie aussi des choses qui, je pense, vont perdurer avec des artistes, des sportifs, des youtubeurs
et autres influenceurs qui se saisissent aussi de ces sujets-là pour attirer une cible qui était peut-être plus difficile à capter par les canaux classiques. Alors ça, Olivier, c'est un peu ton créneau. Comment est-ce qu'on rend accessible aussi le don au plus grand nombre avec voilà, des formes un peu différentes. Avant, peut-être que tu nous dises si tu envisages aussi des perspectives intéressantes via voilà, l'arrondi, d'autres, on parlera peut-être du lien avec l'opération pièces jaunes. Est-ce qu'il y a les pièces jaunes 2.0 qui peuvent aussi naître d'un contexte comme celui-là? Je voudrais que tu nous dises 2 mots d'une initiative qui a retenu mon attention, c'était les paniers solidaires. Alors pour plusieurs raisons. On l'a dit, la santé tout de suite a attiré les dons, les regards, les besoins, etc. Mais en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des implications sociales fortes sur cette crise. Donc les acteurs de la solidarité, du social ont un peu bénéficié des dons, mais dans un second temps, les paniers solidaires, ça a été une des premières actions qui, j'ai trouvé, mêlait les deux. C'est-à-dire que c'était, alors tu vas nous en dire plus précisément ce que c'était, mais voilà, une mobilisation d'entreprises, de donateurs, portée par un collectif. Et voilà, on sait que le monde de la philanthropie, c'est une grande famille, mais c'est parfois difficile quand même de faire ensemble. Donc là, c'est un collectif d'acteurs, Microdon évidemment, Ulule, KissKissBankBank, Care News, des entreprises mobilisées, des donateurs individuels et 2 causes. La santé et le social. Donc comment ça a réussi à naître assez rapidement et voilà, quels enseignements tu tires aussi de cette capacité à attirer des donateurs sur 2 qui ont peut-être été attirés par des raisons différentes aussi par l'opération? Merci Camille, merci Philippe pour l'invitation. Avril 2020, ça a été aussi cette sidération absolue qui est tombée sur une petite équipe qui s'est créée il y a 11 ans, Microdon, un projet d'entrepreneuriat social qui est né de cette idée qu'on pouvait... sur notre société de consommation, dans les actes du quotidien, permettre aux Français de donner chacun, à leur échelle, un petit peu et plus souvent, de l'argent et puis finalement du temps. On a immédiatement été mobilisés et interpellés par notre écosystème. Notre écosystème, c'est quoi? C'est 35 enseignes de distribution. Franprix, Monoprix, Maison du Monde, Nature et Découverte, toutes ces enseignes qui proposent à leurs clients d'arrondir le montant de leurs achats à l'euro supérieur. Et aussi 110 directeurs de ressources humaines dans des entreprises qui proposent à leurs salariés de donner quelques centimes, quelques heures maintenant de leur temps à des associations. Et cet écosystème, il s'est mobilisé, Philippe, vous le disiez, en un claquement de doigts. Sidération absolue. Des crises, on en a traversé en 11 ans, des tsunamis, des Fukushima, des toits qui brûlent. On en a traversé quelques-unes, mais alors celle-ci était sans précédent. Rapidement, Microdon, c'est l'organisation de toutes les causes. Donc rapidement, on s'est posé la question de quels étaient les besoins qui s'exprimaient autour de nous. L'assistance publique Hôpitaux de Paris, la Croix-Rouge ont rapidement fait des appels à la générosité. Et si l'univers médical manquait cruellement de matériel, nous, avec des centimes, on ne savait pas fabriquer des blouses et des masques. Donc on s'est quand même questionné sur ce que notre écosystème permettait de mobiliser rapidement pour faire face à ces besoins colossaux qui étaient en train d'émerger. Et ce sont des besoins qui se sont exprimés autour de l'action sociale, à 3 niveaux. Et on parle des paniers solidaires. Les soignants, qui du jour au lendemain se mettaient à travailler jour et nuit, étaient coupés de leurs proches, et du coup vivaient un contexte personnel extrêmement compliqué. Comment les soulager? Comment faire en sorte que déjà dans leur quotidien, ils n'aient plus à se préoccuper de savoir comment remplir le frigo, comment fabriquer leur repas. Les personnes âgées isolées. Le confinement tombe rapidement, les personnes âgées se retrouvent en grande difficulté et la grande précarité, les sans domicile fixe. Tout ça, c'est des territoires que nous éclairent des organisations comme la PHP, comme la Croix-Rouge, et sur laquelle on se pose la question de mobiliser. Alors les grandes enseignes de distribution alimentaire qui restent ouvertes rapidement mettent à disposition de leurs clients l'arrondi solidaire. Centime après centime, en l'espace d'1 ou 2 mois, c'est plus de 300 000 € qui sont donnés par les Français, très spontanément, très simplement, cette touche verte, oui, j'arrondis mes achats. Mais on veut faire plus. Et en voulant faire plus, on se pose la question de la puissance du financement participatif. Financement participatif, les centimes des terminaux de paiement, mais aussi financement participatif, les cagnottes en ligne. Et on appelle les cousins de chez Ulule, de chez KissKissBankBank, parce que c'est des gens qui partagent beaucoup de valeurs en commun avec nous, avec lesquels on sait travailler, avec lesquels on aime travailler. Et KissKissBankBank, Ulule, pour la première fois, c'est quand même unique, hein, ce sont 2 plateformes de collecte de fonds participatifs qui habituellement ont plutôt tendance à se partager les projets, mais rarement à y contribuer en même temps. Et là, pour la première fois,
On ouvre une campagne de dons participatifs, les paniers solidaires. En un mois, les Français donnent 230 000 euros. Et c'est 7 700 paniers repas qui vont être distribués par la Croix-Rouge, par la Fondation APHP. Ils identifient les bénéficiaires. Les enseignes de distribution et ces organisations organisent la logistique pour fabriquer les paniers. On se souvient qu'à l'époque, c'est lunaire. Enfin, on ne sait pas si les gens vont pouvoir venir travailler dans les supermarchés. Donc c'est un vrai combat, en fait, de trouver le moyen de façonner ces paniers, de les mettre à disposition, de les livrer. On est en mars-avril 2020. Dans le même temps, les DRH des 110, les 110 DRH dont je parlais tout à l'heure veulent mobiliser leurs salariés. Donc ils ouvrent des programmes de dons exceptionnels aux organisations que je viens de citer pour donner leurs centimes, quelques euros de plus, directement prélevés sur leur bulletin de salaire. Et puis rapidement, les entreprises identifient le besoin du télébénévolat, du télévolontariat, donc l'idée de mettre les salariés en mouvement et leur permettre d'engager quelques heures, quelques jours de leur temps à distance pour les associations. Et c'est ainsi que la plateforme de l'engagement, portée par Microdon, va permettre à un tas d'entreprises en France de mobiliser leurs salariés. Les 110 DRH dont je parle, ils peuvent mobiliser 500 000 salariés aujourd'hui. Et on en a vu plusieurs dizaines de milliers se mettre en mouvement. Donc voilà un peu tous les volets sur lesquels Microdon s'est trouvé un peu transcendé et sous les feux des projecteurs. On a l'impression qu'on a existé pendant 11 ans pour que ce moment existe et qu'on puisse enfin mobiliser toute la communauté, les 15 entreprises, les 110 DRH, les 35 enseignes de distribution, les 110 DRH autour de ces initiatives. Donc voilà, évidemment, on traverse assez humblement cette période parce que les besoins sont colossaux et les moyens levés et les moyens qui restent à lever sont encore phénoménaux et la mobilisation reste très importante. Tu me questionnais sur les canaux. On a quand même loupé le coche il y a quelques années de comprendre la puissance des communautés de joueurs de jeux vidéo. C'est exceptionnel, extraordinaire. On a vu des millions d'euros mobilisés en 24 heures par des communautés de suiveurs de joueurs de jeux vidéo en ligne et de streaming. Tirons-en des leçons, regardons vers l'avenir avec ce genre de capacité de mobilisation de communautés. En tout cas, aujourd'hui, pour ce qui est des 35 enseignes et les 8000 points de vente qui font l'arrondi solidaire, c'est quasiment 1,5 million de personnes qui, chaque mois, appuient sur cette touche verte. Et si à date, on a distribué un petit peu plus de 22 millions d'euros après 11 années d'efforts, on sait que les 5 années qui s'annoncent des années où l'arrondi solidaire comptera peut-être dans la capacité de certaines opérations à changer d'échelle, à grandir, à se réinventer autour de ces générosités quotidiennes, numériques, indolores. Oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi, tu le soulignais, les enseignes alimentaires, la grande distribution, etc., elle a donc passé le moment un peu de doute sur l'organisation, est-ce que les gens vont pouvoir venir travailler, dans quelles conditions, etc. C'est vrai qu'eux, ils ont connu du coup une fréquentation accrue avec des paniers moyens qui ont augmenté. Et donc c'est vrai que c'est aussi la force de l'arrondi, c'est de pouvoir s'intégrer dans ce mouvement-là pour aussi bénéficier de cette activité-là. J'entendais la semaine dernière au Mécène Forum d'Aide Amicale Nicolas Chaban de C'est qui le patron qui disait sur les produits de première nécessité, les yaourts, le beurre, etc., ils ont des ventes qui ont explosé et ça a représenté, je crois, 300 000 euros supplémentaires de bénéfices par rapport à ce qu'ils faisaient sur une période équivalente. Et c'est vrai qu'ils ont monté un fonds aussi d'action solidaire, etc., pour faire un peu ruisseler ces 300 000 euros qui, effectivement, leur étaient arrivés parce que leurs produits étaient appréciés, mais aussi surtout parce qu'en fait, il y avait les Français ont fait des gâteaux, etc. Et donc, ils s'est dit, nous, à notre échelle, on a un peu bénéficié, entre guillemets, de cette situation de confinement, comment est-ce qu'on peut redistribuer ? Et en fait, l'arrondi, ça permet aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des secteurs économiques avec des magasins sur lesquels on ne va pas revenir, mais qui ont des difficultés, qui n'ont pas pu ouvrir, etc. Mais les enseignes alimentaires, elles ont pu jouer le jeu du chaînon de la chaîne de solidarité aussi et impliquer leurs clients via l'arrondi. Moi, je salue Nicolas et son initiative parce que je pense qu'il a aussi ouvert la voie et encouragé tous ceux qui, forts de cette crise, ont vu leur chiffre d'affaires et leur volume se développer. Et Nicolas, il a cette sincérité, cette honnêteté, cette générosité qui est de dire moi, les surplus des ventes liés à cette période, je les ai alloués à un fonds et ils vont aider ceux qui sont dans la plus grande précarité. Ce qui est extraordinaire, c'est que sur les 35 enseignes de distribution que j'évoquais tout à l'heure, plus de 30 ont fermé pendant le confinement. Dès le lendemain du confinement,
Et donc, on peut imaginer qu'elles avaient d'autres problématiques à gérer. Elles ont souhaité réengager des dynamiques d'arrondi solidaire, engager leurs clients et leur permettre de donner leurs centimes pour les associations. On était vraiment dans l'expectative et l'incertitude. Est-ce que les enseignes de distribution spécialisée, de textiles, je pense à Maison du Monde, je pense à Sephora, est-ce que ces enseignes-là vont se remobiliser dans des contextes aussi compliqués, elles et leurs clients, pour faire donner des centimes à leurs clients en caisse? Et la réponse est oui. Donc l'arrondi solidaire est profondément résilient et il aide à passer ces crises et il aide à lever des fonds pour faire face aux besoins. Mais il y a, pardon, en fait, les commentateurs ont dit cette crise accélère les tendances de fond existantes. On parlait évidemment de la technologie, on parlait du digital, etc. Mais c'est une tendance de fond. C'est-à-dire que ce que tu as créé il y a 11 ans, seul dans ton coin, et c'est ça aussi le leadership, c'est de savoir danser tout seul et d'être rejoint sur la piste de danse. Donc c'est devenu une nature pour ces entreprises que je connais extrêmement bien, de dire, bon ben voilà, ça fait partie de leur vie, l'arrondi solidaire est rentré dans les mœurs, et en fait, il y en a eu 1, 10, 35, et un jour, il y en aura 250, et j'espère que tout le monde de la communauté des retailers, qu'ils soient digitaux ou qu'ils soient physiques, rentrera dans l'arrondi solidaire. C'est pour ça que cette tendance de fond de l'ouverture aux autres, du don, c'est pour ça qu'il y a aussi le Giving Tuesday, pour qu'un jour on se rappelle que c'est important, va prospérer. Malheureusement, cette tendance prospère sur les malheurs de l'humanité. C'est ça qui est un peu dommage. On aimerait ne pas être obligé de faire tout cela, mais fondamentalement, les sociétés se construisent avec des frottements, et l'écosystème des associations comme la PHP, comme la Fondation ADP, comme ce que tu fais, permet aussi de mettre de l'huile dans ces rouages et vraiment d'aider là où c'est le plus efficace, quoi. Donc moi je pense que c'est une tendance de fond, et que ce qui va se passer ces prochaines années, ça va être l'accélération de ce que tu as voulu créer il y a une dizaine d'années. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour nous de t'accueillir ici. Merci Philippe. Alors on est extrêmement en retard, mais il y a quand même un sujet à côté duquel je voudrais pas qu'on passe. Tu as parlé de télé-bénévolat. Je voudrais qu'on revienne aussi avec Laure sur cette partie vraiment engagement bénévole, puisque c'est le mécénat de compétences, le bénévolat, c'est aussi des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur ici au Philantrolab. Et ça a été aussi un effet assez peu anticipé, c'est la grande mobilisation bénévole, parce qu'on se retrouve confiné. Alors parfois en télétravail, parfois au chômage partiel ou total, avec quelques incertitudes quand même sur la façon dont ça va se passer. On ne sait pas trop si on a le droit de sortir. Effectivement, on porte des masques, on ne porte pas de masques. Et malgré tout ça, une forte demande d'engagement bénévole. Alors, la réserve civique a été lancée à ce moment-là, ça a été un succès fou avec plus de 300 000 réservistes. Et puis, au sein des entreprises, ça a été aussi un effet important et qu'il a fallu gérer, parce que le groupe ADP propose du mécénat de compétences à ses collaborateurs. On est nous exclusivement, on avait vraiment une vision, une philosophie chez ADP depuis qu'on a construit cette dimension qui est assez récente, ça fait 4-5 ans avec la fondation en fait que j'ai construit ça avec Augustin de Romanet, et on était vraiment sur une vision où on disait les actions que vous menez sont sur le temps de travail exclusivement, et on vous donne du temps pour ça. Tout le monde a 6 jours par an, comme on a des congés, voilà, vous avez en plus 6 jours pour du mécénat de compétences, vous pouvez faire des congés solidaires. Il y a les programmes d'arrondi sur salaire. Enfin, il y a toute une palette, j'allais dire, de programmes, mais qui étaient exclusivement sur le temps de travail, parce qu'on considérait que le bénévolat des collaborateurs ne regardait qu'eux et était sur leur temps personnel, et qu'on n'avait pas à s'en mêler. Et ça n'avait pas été plus particulièrement une demande jusqu'ici. Absolument. Alors peut-être parce qu'on l'avait affirmé d'entrée comme ça aussi, et donc tu donnes un ton aussi quand tu dis ça. Et en fait, là, ce qui a été étonnant, la période de bénévolat, j'allais dire, par tous confinés, tous engagés avec Félix et son équipe, ça a été le démarrage de quelque chose. J'allais dire, c'est un de mes collaborateurs qui suivait ça particulièrement et qui me disait au fur et à mesure,
il y a vachement de gens qui s'inscrivent, quoi. Bon, et j'avoue que j'étais dans autre chose et que ça m'a pas perturbée plus que ça. Ce qui m'a interpellée ensuite, c'était une fois que la crise dure est passée, que chez ADP, malgré tout, on est encore en activité partielle totale pour certains et à 40% pour d'autres. Ça a été d'avoir des collaborateurs qui sont venus nous voir en nous disant, bon, on va être en activité partielle pendant un petit bout de temps, parce que voilà, on est particulièrement frappé quand même. Mais du coup, moi, le temps où je ne vais pas travailler, je vais travailler lundi, mardi, mercredi, mais le jeudi, vendredi, j'aimerais bien faire du bénévolat. Par contre, je ne sais pas forcément où aller dans ma ville, je ne connais pas les assos, enfin bon, bref. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous trouver des assos avec des missions, etc. Et alors là, j'avoue, je me suis dit, oula, mais en interne, dans ma tête, quand la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, bah, mon gars, vas-y, fais du bénévolat, enfin, t'as pas besoin de moi pour ça, quoi. Et en fait, si, parce que quand il m'a expliqué pourquoi, il ne savait pas où aller, en fait. Je me suis dit, ah, ok, c'est ça notre rôle, en fait. C'est de leur permettre ce bénévolat auprès d'associations avec des missions identifiées, des choses, voilà. Et donc, c'est ce qu'on est en train de développer du coup, donc avec notre plateforme de l'engagement interne, c'est de développer la dimension bénévole auquel, jusqu'à maintenant, mais vraiment, on n'avait pas du tout mis les pieds. Et si nous l'avait pas... Ça cohabite parfaitement avec une politique bien de sûr. compétences qui vit sa belle vie, etc. Absolument. C'est aussi le rôle d'une entreprise et d'une fondation d'entreprise de servir aussi de prescripteur. Finalement, c'est aussi un bon signe de légitimité. C'était quelque chose sur lequel on n'avait pas du tout été, qui a été révélé là par la crise dure qu'on a passée, qui s'est poursuivie ensuite. Et évidemment, et on le fait, il y a zéro souci. Mais nous, on était vraiment le mécénat de compétences sur le temps de travail, c'est la continuité de l'engagement de l'entreprise, etc., etc. Et du reste, on a eu des missions de mécénat de compétences pendant la crise très spécifiques, parce que l'AP nous demandait des profils très particuliers de haut niveau de compétences, et qu'on leur a mis évidemment à disposition tout de suite. Mais on était vraiment, nous, plus dans cette dimension-là. On considérait que voilà, on n'avait pas à se mêler de ce que faisait un collaborateur hors de son temps de travail. Je parlais tout à l'heure merci Laure, je parlais tout à l'heure des 110 directeurs de ressources humaines qui, depuis 2010, se sont laissés convaincre, séduire et aspirer par l'arrondi solidaire sur les bulletins de salaire de leurs salariés. Il y a 4 ans, ils ont été très clairs. Ils nous ont dit, Microdon, ce que vous avez fait, c'est super. Vous avez donné une plateforme à nos salariés pour découvrir des projets d'association et leur permettre de donner quelques centimes, quelques euros. Allez plus loin. Emmenez-les sur le terrain. Ils le demandent. Ils veulent des expériences. Ils veulent vivre avec les associations, la solidarité sur le terrain. Ils veulent s'engager, engager leur temps, leurs compétences. Et c'est comme ça que sont nés de nouveaux modules permettant au DRH d'engager les salariés sur les plateformes Microdon. Et comme vous le disiez, Laure, le défi, l'enjeu, consiste maintenant à ouvrir des catalogues larges d'associations et de projets, de missions sur lesquelles s'engager. Et pour ça, il y a un certain nombre d'acteurs sur le tissu français qui éclairent des pans entiers de solidarité sur l'environnement, l'action sociale, etc. Donc maintenant, le rôle d'acteurs comme nous, c'est aussi de fabriquer ces outils pour ouvrir des catalogues vastes à vos salariés et engager le plus grand nombre. Une société comme L'Oréal, par exemple, qui est un grand pourvoyeur de missions de bénévolat depuis plusieurs années, s'est retrouvé cette année face à un énorme défi qui était de continuer à mobiliser les salariés, mais à distance cette fois-ci. Et j'ai pas de doute sur le fait que le groupe ADP, L'Oréal et plein d'autres grandes entreprises françaises sont, comme tu disais Camille, conscientes que les attentes des salariés, c'est de faciliter, ouvrir les accès et créer ces temps pour de la solidarité, de la mobilisation de compétences de salariés. Consciente de ce rôle-là et puis surtout forte du coup aussi d'une légitimité. Enfin, je trouve que au-delà d'avoir conscience du rôle, je trouve que c'est un formidable en fait signe pour la fondation de se dire que les collaborateurs ont suffisamment confiance et ont suffisamment compris quel était le rôle d'une fondation et de l'engagement citoyen du groupe pour se dire en fait quand j'ai une question et je sais pas vers qui me tourner, je peux me tourner vers la fondation de mon groupe, même si c'est pour des sujets sur mon temps perso, etc. Et donc ça c'est quand même un signe fort de ce qui est mené aussi en termes de communication interne et de démocratisation de
ce que c'est que le mécénat d'entreprise, et que c'est pas ce qu'on a pu reprocher au mécénat il y a quelques années. C'est peut-être juste une marotte du patron, que c'est un engagement qui se fait un peu de façon discrétionnaire. Non, c'est aussi un sujet qui irrigue dans les équipes, et on peut se retourner vers sa fondation. Alors, nous, en l'occurrence, c'est la direction de l'engagement citoyen chez nous qui porte vraiment, c'est un des piliers forts, l'engagement des collaborateurs, et qu'on essaye aussi non pas de dupliquer, mais d'inciter dans nos structures à l'international, parce que vous avez des cultures différentes. Moi, je me souviens que les Turcs, au début, quand je disais aux managers qui avaient du mécénat de compétences, ils me disent « Mais comment ça, mais pendant qu'ils travaillent, ils doivent travailler ?» Oui, absolument, mais c'est quand même pour la société, etc., etc. Donc, il y a aussi des cultures à changer. Et donc, c'est vraiment chez nous l'engagement citoyen qui porte ça. Et je crois vraiment que quand on a décidé que c'était l'engagement citoyen et pas la DRH, ça aurait pu très bien être un des piliers de la DRH, parce que c'est un des leviers DRH extrêmement fort, etc. Et quand on en a discuté avec Augustin de Romanet et Hervé Wattekamp, notre DRH, on dit non. On travaille en lien avec la DRH, évidemment, la question ne se pose pas. Mais non, parce que ça fait partie des valeurs, ça fait partie de l'engagement, et c'est toi qui portes ça et tes équipes. Et donc, voilà, ça doit rester identifié comme ça, et c'est très bien comme ça. Et effectivement, cette dimension du bénévolat, pour nous en tout cas, vraiment nous a éclairé là, pendant cette crise. Je pense que le fait que ce soit une crise internationale où tout le monde était concerné, c'est pas juste l'Europe, c'est pas juste une partie de l'Europe, c'est pas, tout le monde est concerné, tout le monde. Et donc ce que vous disiez tout à l'heure sur, on est revenu à l'essentiel. Je veux dire, cette crise, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit l'important finalement dans nos sociétés, c'est quoi? Et je pense que les modèles, il y a un vrai changement de paradigme qui va s'opérer, mais y compris chez nous. Quand je dis ça, c'est d'abord chez nous, sur la façon dont on va voyager. Évidemment qu'on va arrêter de faire 4 réunions en affaires, enfin, quand je dis en affaires de professionnelles, à Shanghai, qu'on fait tous les ans. On va en faire 3 en Zoom, et puis 1, parce que quand même, l'humain, quand même, c'est pas neutre, quoi. Et donc, de temps en temps, il faut quand même rencontrer les collègues à l'autre bout du monde, ou les partenaires à l'autre bout du monde. Mais bien sûr que ça va changer nos façons de voyager. Je dis pas que ça nous arrange particulièrement d'un point de vue business. Je dis juste qu'il faut qu'on s'adapte, et qu'on imagine autre chose. Une nouvelle façon aussi d'accueillir nos passagers, de leur faire vivre les expériences dans nos aéroports, etc. Je ne vous parle pas de la dimension sécurité sanitaire maintenant, parce que voilà, c'est comme après le 11 septembre, il y a un truc qui a changé dans la façon de voyager. Bon, ben voilà, 20 ans après, cette crise sanitaire nous oblige tous collectivement, c'est pas que Aéroport de Paris, c'est tous les aéroports du monde qui sont concernés. Donc, oui, pour beaucoup, ça a été une reprise de conscience de c'est quoi l'essentiel, quoi, finalement, et pour la planète, parce que du coup, les questions, évidemment, quand vous avez plus d'avions au-dessus de vos têtes, que vous avez moins de pollution. Moi, je me souviens que les copains m'envoyaient des photos du ciel bleu à Hyderabad. Ils disaient, bien, on voit le ciel bleu, on a du ciel bleu plusieurs jours d'affilée. On le voyait aussi à Paris. Hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, enfin, on l'a quand même plus souvent qu'à Hyderabad. Et voilà, et c'était aussi, tout ça a permis ces prises de conscience. Donc oui, on va construire collectivement un modèle nouveau, et ceux qui ne le feront pas, les entreprises qui ne le feront pas, à mon avis, ont des soucis à se faire. Hein. C'est super parce que tu réponds à une question qui a été posée sur le chat et qu'on me fait parvenir. Ça répond aussi à la question un peu de quel est le déclencheur de ces engagements. C'est-à-dire qu'il y a la réponse à l'urgence, mais il y a quand même aussi la prise de conscience d'un changement de modèle un peu global, et que au-delà de l'engagement qui paraît assez naturel pour, comme on parlait, de mobilisation, de solidarité, etc., il y a aussi le fait de ne pas vouloir laisser un peu le train passer et de le louper. Parce que, comme tu disais, il va y avoir des changements un peu structurels
et les entreprises elles doivent aussi s'adapter, engager davantage et adapter leur modèle. Donc ça illustre bien, je pense je sais pas qui a posé cette question, mais enfin voilà, du coup. Je crois qu'il y a des possibles qui sont Il y a de apparus. l'indignation et Oui, il y a de l'adaptation. et puis il y a des possibles qui sont apparus avec survivre. cette crise internationale. Mon interlocutrice auprès de Martin Hirsch, c'est sa directrice de cabinet qui, normalement, comme tous les hôpitaux de la PHP, a des marchés, des trucs, des règles, parce qu'on a des règles, et heureusement qu'on a quelques règles quand même. Et que là, il fallait passer outre ces règles parce qu'on ne pouvait pas attendre d'avoir un marché, de répondre à un marché à 3 mois. C'était pas possible. Donc ce que ça a aussi montré, c'est vraiment qu'on a des possibles qui ne remettent pas en cause le système, mais qui par contre l'améliorent nettement. Et donc j'espère pour elle que ça va lui permettre d'argumenter sur un certain nombre de choses. Et c'est vrai, ça a été vrai chez nous, même si on est plus souple, on est plus agile. C'est quand même l'avantage du privé, c'est qu'on a montré tous collectivement, on a montré cette agilité. Mais je pense qu'est apparu, ouais, vraiment c'est ça, un champ des possibles qu'on n'avait pas imaginé ou qu'on ne voulait pas imaginer parce que ça ne nous arrangeait pas. Tu veux rebondir, sur le champ Olivier? des possibles, peut-être une dernière initiative autour des nouvelles générosités pour ouvrir cette discussion. Oui, c'est très bien parce que j'ai une question sur comment est-ce qu'on peut prolonger cet élan de générosité. Donc si c'est vrai que Danuta et Olivier, vous pouvez répondre conjointement avant que je donne le mot de la fin à peut-être Philippe rapidement Jourdan. parce que je crois que le timing avance, mais ouvrir les possibles et se challenger, on l'a même vu dans les mains d'organisations et d'institutions qui semblent plus rigides ou plus complexes au changement en France, comme l'URSSAF par exemple. L'URSSAF a ouvert tout un pan sur le don des congés, puisque 2020 c'est une année tout à fait particulière, on l'a tous vécu, y compris à titre personnel, pas très propice à la prise de congés, et les entrepreneurs que nous sommes se posent un peu la question de voir ces compteurs de congés enfler, en particulier dans certaines conventions collectives où les congés sont foisonnants. Et donc l'URSSAF a ouvert une brèche dans laquelle on est en train de les suivre, qui est assez passionnante, qui est de trouver un équilibre gagnant-gagnant-gagnant où les employés peuvent donner des jours de congé à des organisations qui ont besoin de mobiliser des moyens pour faire face à la crise sanitaire. Et bien évidemment, il y a des avantages pour toutes les parties. L'employeur qui maîtrise et diminue ces compteurs de congés qui ont quand même tendance à gonfler et à s'inscrire dans les livres et les passifs des entreprises. C'est quand même un gros sujet là pour 2020-2021. Pour les employés qui vont trouver une façon habile d'éviter de perdre des congés, puisqu'il y a toujours des logiques de calendrier, fin de prise, de période, etc. Et pour les associations qui vont lever des nouveaux fonds. Une assurance en France a ouvert une période de don de congés qui a duré 2 semaines. Ils ont distribué 1 400 000 €. Mais ce qui est fou, en fait, moi, ça fait partie des choses que j'ai jamais compris. On avait ouvert à l'époque le fait qu'on pouvait donner des congés, des jours de congés pour des collègues qui avaient enfants malades, puis, il y a quelques années, parents malades. Super. Mais pourquoi ne pas le faire pour faire du don de congé pur et simple, pour autre chose sur le grill. Et voilà. Et donc ça, je suis d'accord, ça a permis effectivement de mettre en exergue ça. Ben, super. La Fondation aussi en a énormément bénéficié de ce don de congé, ça a été tout à fait formidable. Pour rebondir sur cette question du champ des possibles, c'est vrai que c'est assez excitant, motivant de voir tout ce qui s'ouvre à nous, et c'est vraiment maintenant qu'il faut réagir, rebondir. On a essayé de s'inscrire à la Fondation tout de suite sur une double temporalité, c'est-à-dire répondre dans l'immédiat, faire de la gestion de crise. J'ai parlé de la logistique qu'on a pu faire, la distribution de repas par exemple, et en même temps tout de suite commencer à réfléchir sur comment se projeter sur un terme un peu plus long, un moyen terme, vraiment un long terme. Et comment utiliser tous ces élans, toute cette générosité, cet argent aussi qui nous a été donné pour ancrer certaines initiatives qui sont nées de cette période qui a été aussi ultra créative, un peu plus sur le long terme, c'est-à-dire au-delà de distribuer tous les matins, en caricaturant un petit peu, du café et des croissants aux soignants. Qu'est-ce qui peut rester en fait pour eux de ça quand ça va s'arrêter, parce que ça s'est arrêté un petit peu au déconfinement par exemple. Comment utiliser ce formidable élan pour favoriser leurs conditions de travail sur le long terme, et par exemple donc
en parallèle de toute cette logistique que l'on faisait, on a lancé une réflexion et qui est devenue un programme qu'on est en train de déployer pour l'aménagement de salles de repos pour les soignants, pour leur permettre, dans un quotidien ultra chargé, dense, intense et difficile, de s'extraire, même quelques minutes, tout en étant en toute proximité de leur lieu de travail, de la salle de réa, de la salle d'opération, de souffler. Donc ça fait partie des choses que l'on voudrait accompagner sur le long terme. Il y en a plein d'autres. On s'est lancé, relancé, on a redoublé d'énergie, par exemple, sur la question de l'aide aux aidants, du répit. Énormément de familles ont été éprouvées en ayant un patient à charge, un enfant, un conjoint, un parent plus âgé, n'ont plus bénéficié de toutes les structures qui d'habitude leur viennent en aide. Donc, comment on peut aussi utiliser cette expérience-là pour accompagner cette question de l'aide aux aidants, du répit sur un terme plus long. Super, effectivement c'est un peu le défi de dire pour 2020 il y a eu ce formidable élan, néanmoins voilà, il y a une crise importante, des inquiétudes beaucoup sur 2021, 30% des associations qui ont constaté quand même une baisse de leurs dons au début de l'année. Voilà, on ne sait pas encore quelle sera la conséquence de cette crise sur un certain nombre d'entreprises et de leur engagement. Alors on avait une dernière question qui fait bien le lien avec le mot de la fin qu'on a avec un petit peu de retard et que je m'en excuse. Il y avait une question qui était: existe-t-il une plateforme qui mutualise toutes ces initiatives et ces bonnes idées? Alors on va pas parler de plateforme, parce qu'on voudrait reparler un peu d'humain et de lieu, mais est-ce que c'est pas aussi un peu quel peut être le rôle du Philantrolab dans ce contexte et dans les perspectives pour mobiliser, encourager le don et puis voilà, donner une perspective à tous les gens qui voudraient s'engager? Alors, on avait créé le Philantrolab d'abord sur une rencontre avec la ville de Paris, puisque c'était un concours. Et la philanthropie, ça ne date pas d'hier. Ici, à 20 mètres, au XIVe siècle, il y avait le port aux bûches, où les Parisiens venaient chercher leur bus pour se chauffer. Et lorsque la tradition voulait que quand ils viennent chercher leur bûche, ils ramènent leur viande avariée, qui était bouillie et salée sur place et donnée aux indigents. Donc il faut imaginer le fourmillement qu'il y avait ici. Et on s'est dit, ça c'était la philanthropie du XIVe siècle. Essayons d'inventer une plateforme physique, parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de lieu de la philanthropie. Il y a plein de super causes philanthropiques. Mais il n'y avait pas de lieu qui soit un lieu ouvert où on propose des salles de réception, des salles de rencontre, un coworking, un incubateur pour la philanthropie et pour l'écosystème de la philanthropie. C'est ça le Philantrolab. On est parti du principe que donner rend meilleur et rend aussi plus heureux. C'est prouvé scientifiquement. Quand on donne de son temps, quand on donne de son argent, eh bien, on a une poussée de dopamine qui nous rend un peu plus heureux. Et on pense qu'à un niveau macro, ça peut faire une société un petit peu meilleure. Et toutes les initiatives comme celle de Microdon, évidemment de la fondation, des fondations d'entreprises, eh bien, sont des initiatives que l'on veut aider. Alors cette plateforme, elle doit être physique et digitale parce qu'on croit très très fort au physique et au digital. Comme le disait Laure, maintenant, quand on fait un business meeting, on va en faire 3 par Zoom ou par Teams, et puis 1 en physique, parce que si tu n'as pas le physique, tu n'as plus la société. Donc voilà, le sujet du Philantrolab, c'est celui-là, c'est d'être le lieu de toutes les bonnes volontés, de toutes les associations, et pas, je dis bien toutes, c'est-à-dire, et pas que les grandes causes, et pas que les grandes associations. Ici, nous accueillons tout le monde. Et pas que les grands donateurs. Et bien sûr, et pas que les grands donateurs, parce qu'on est persuadé que Microdon, enfin nous, un de nos credos que on devait le lancer au mois de septembre, mais évidemment c'est raté, c'est d'essayer d'inciter l'État à défiscaliser totalement les 100 premiers euros de dons, qu'ils soient en numéraire et qu'ils soient en nature. Parce que quel est le traitement fiscal du jour de congé donné? Je ne sais pas, mais tu le sais peut-être, toi, Olivier. Il ouvrira droit à réduction d'impôt, au même titre que les dons financiers, à valeur de salaire à date de don. Donc ce qu'il faut, c'est continuer, parce que malheureusement, la crise économique va continuer. Et on sait que les hôpitaux auront besoin, parce que ce sont nos héros. Aux États-Unis, en 2001, c'était les pompiers. Là, ce sont les personnels de santé. Donc il faut évidemment vous soutenir, Danuta.
Il faut encourager l'écosystème des entreprises à donner. Et il faut que les très grandes entreprises comme ADP, au-delà de leurs problématiques économiques et de business, continuent à faire cet effort vis-à-vis de notre société. C'est que comme ça qu'on aura une société meilleure et qu'on réduira la fameuse fracture sociale dont parlait Jacques Chirac il y a 25 ans. Super, merci Philippe. Donc voilà, pour ceux qui l'ignoraient encore, la feuille de route et la mission du Philantrolab dans les prochaines semaines et les prochains mois, donc d'être cette plateforme physique et virtuelle de l'engagement pour tous, toutes les assos, tous les donateurs. Et donc je vais clôturer cette conférence là-dessus. Vous remercier, vous quatre, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce sujet ce matin. Remercier les personnes qui nous ont suivis et qui ont posé des questions. Et puis un petit mot aussi pour les mécènes du Philantrolab qui permettent de déployer aussi cette programmation et qui nous accompagneront aussi dans la durée, notamment la Société Générale, la Fondation Accenture et la Fondation Entreprendre qui sont nos premiers mécènes. Merci à tous, très bonne journée et bon Giving Tuesday.